Alors, vous l'avez, je pense, perçu avec les témoignages d'Alice, de Louis et de tous nos étudiants présents ce soir, que cette thématique, et je vais oser, cette problématique de la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap n'est pas marginale ou cantonnée à quelques cas très isolés, et somme toute, on pourrait dire, négligeable. Voilà des années que la conférence des grandes écoles s'est saisie de ce sujet, et plus particulièrement, je peux vous le dire, son co-responsable du groupe handicap, mon ami Xavier Carnin d'Unilassal Beauvais, que j'invite à me rejoindre sur scène pour nous présenter l'étude exploratoire sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, accompagnée de Mélanie. Étude que vous avez, Madame la Ministre, confiée à la CGE il y a maintenant 2 ans, presque jour pour jour. On a reçu une petite notification Facebook hier, comme quoi c'était il y a 2 jours que vous nous aviez demandé tout cela. Et donc, cette remise que Xavier et Mélanie vont vous faire, à vous, Madame la Ministre, et vous, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je me permets, chère Sophie, depuis. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères et des grandes écoles, chers étudiants, chères étudiantes, Mesdames et Messieurs, avec ma collègue Mélanie de Souza, on est heureux de vous présenter ce rapport sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap dont le gouvernement avait mandaté la CGE par la voix de 4 de ses ministres. C'est l'aboutissement d'un plaidoyer porté depuis 2017 par la Conférence des grandes écoles, la FEDE, donc devenue aujourd'hui la FEDE 100% dynamique, Emploi CED devenu aujourd'hui Unir Transition, et voilà, la CGE. C'est aussi l'aboutissement de cette étude exploratoire qui nous a amené à recueillir l'avis de 912 répondants à nos enquêtes et les conseils de 96 experts rencontrés au cours de tout ce temps, cette année et demie d'études. 5 enquêtes envoyées à destination des universités, des étudiants, des entreprises, des parents de lycéens et de l'outre-mer. Elles ont fait le tour du monde, 63 pays, 5 continents. Cela montre l'intérêt porté à ce sujet au-delà de nos frontières et au-delà de l'Europe. C'est un sujet international pour lequel la France pourra trouver des États partenaires de poids pour le porter au niveau de l'ONU. Et nous tenons à remercier et à souligner particulièrement les échanges que nous avons pu avoir avec l'ambassade du Mexique dans le cadre du plaidoyer initial. Alors, malheureusement, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais il y a eu une grosse semaine avec le Mexique ou des grosses échéances récemment avec le ministre des Affaires étrangères du Mexique. Et aussi le soutien qu'on a pu avoir par l'ambassade du Mexique aussi pour faire en sorte que tu puisses partir au Mexique, Alice. Et on a pu voir la force de cette relation avec les ambassades. Conformément à la lettre de mission, ce rapport se construit autour de 4 axes thématiques. Le premier, c'est l'amélioration de l'accès aux soins médicaux et aux soins paramédicaux, l'amélioration de l'accès au traitement pour les étudiants en situation de handicap. Le deuxième, c'est la facilitation de l'accès au transport pour les étudiants en situation de handicap. Le quatrième, c'est l'amélioration de l'accompagnement à la vie sociale, culturelle et personnelle. Et merci Louis pour ton témoignage qui montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Et enfin, le dernier point, c'est la limitation des barrières administratives et financières liées aux surcoûts et aux avances de frais. Les témoignages des répondants aux enquêtes montrent la diversité et souvent l'ampleur des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les étudiants en situation de handicap dans le cadre d'une mobilité internationale. À tout moment, un grain de sable peut devenir un obstacle à la continuité des droits et de l'accompagnement. Nos travaux de recherche et nos temps d'échange avec les experts nous ont permis de travailler sur 79 propositions répondant à 3 freins majeurs et transversaux. Le premier, c'est le cloisonnement des réglementations, des dispositifs et des administrations. Cela engendre une multiplication des démarches à faire pour les étudiants dans le cadre de leur préparation de la mobilité internationale. Je tiens à saluer, j'ai oublié de te saluer, cher Philippe, président de la commission, du Conseil pour les questions sémantiques et éthiques du CNCPH.
On a eu un long échange ensemble sur justement cette mobilité internationale. Je tiens aussi à te féliciter pour l'Ordre national du mérite que tu as reçu hier par Madame la ministre. Bravo à toi. Et voilà, tu nous disais que la préparation était juste incroyable à tout moment. C'était un travail considérable et que pour tes différentes mobilités, tu as dû relever de nombreux obstacles à ce sujet. Et merci à toi pour ce temps de témoignage qu'on a pu avoir ensemble. Et je t'ai cité comme promis dans la conclusion du rapport. Je te le remettrai tout à l'heure. Je vais aussi donner... on a pu aussi constater, bon, c'est pas une nouveauté, ce qu'on appelle le sur-handicap administratif. Je tiens à le souligner avec un sourire, mais c'est une réalité. Et je sais, Madame la Ministre, que vous travaillez à ça, à faire en sorte que les droits n'aient plus à être, puissent être maintenus à vie et à réduire ce sur-handicap administratif. Je veux aussi donner juste un exemple sur l'avion, pour vous montrer les spécificités. Alors, Julien, cher Julien, à chaque fois il me disait, quand tu présentes le rapport, fais attention à ne pas rentrer trop dans les détails, sinon tu vas décrocher ton éditoire. Mais juste ça. Avec Mélanie, on a eu des échanges avec la Direction générale de l'aviation civile qui nous a expliqué plein de différents détails, différents rouages des droits qui peuvent être reconnus et maintenus dans le cadre d'une mobilité. Quand vous prenez l'avion, que vous quittez l'Europe, donc vous avez un accompagnement dans l'aéroport, on va dire en France par exemple, vous prenez l'avion, vous avez cet accompagnement dans l'aéroport, vous avez l'accompagnement qui est maintenu dans le trajet en vol parce que vous quittez l'Europe, donc ça c'est selon la réglementation européenne, mais arrivé dans l'aéroport, si c'est un aéroport hors Union européenne, vous n'avez plus cet accompagnement. Et si vous avez un changement d'avion, une escale, et par exemple, je vais faire un Paris-Bangkok, puis après pour aller au Cambodge ou à d'autres pays comme ceci, pendant le temps d'escale et pendant le deuxième vol, si vous n'avez pas fait les demandes en amont pour avoir les aménagements, il n'y a aucune continuité des droits et de l'accompagnement. Donc voilà, à tout moment, il y a ce grain de sable qui peut se poser. Voilà, excusez-moi pour cet exemple, et c'était un des exemples qu'on a pu voir et qui peut vraiment être un frein énorme à la mobilité des étudiants. Le deuxième point, c'est le manque criant de transmission de l'information. Des droits existent en France au niveau de l'Union européenne et à l'international, mais ils ne sont pas connus. Et parfois même, cette information peut être confuse au sein même des organismes institutionnels. Si nous, avec une lettre de mission interministérielle, nous avons eu du mal à avoir accès à certaines informations, alors nous imaginons la galère que peuvent avoir les étudiants lorsqu'ils vont eux-mêmes frapper aux portes des administrations pour avoir ces informations. Enfin, quand ils ont 6 mois devant eux, les étudiants cherchent de plus en plus à quitter leur continent pour aller découvrir vraiment d'autres cultures, d'autres pays, beaucoup plus lointains. Donc la diversité de ces destinations de mobilité nécessite la création de nouveaux process ou outils administratifs transversaux et internationaux permettant le maintien de l'accès à la formation, à la qualité de vie et aux soins, comme le prévoit la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées. Plus concrètement, voici quelques exemples de solutions proposées. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur Riester, parce que vous avez souligné une des grandes propositions phares, qui est la nomination d'un référent handicap dans les ambassades. Et c'est non sans émotion que je vous ai entendu en parler, parce que je crois que c'est la clé, c'est une des clés en tout cas pour faciliter cette mobilité internationale. Et donc en fait, voilà, c'est un référent qui aurait un rôle important dans la transmission d'informations. Donc il pourrait transmettre l'information pour les étudiants qui prépareront leur mobilité dans le pays où ils sont nommés. Ils pourront aussi conseiller sur la mise en place d'un suivi médical, d'un accompagnement dans le quotidien ou dans la vie sociale. Ils pourront aussi faciliter les transferts de protocoles de fabrication ou d'administration des traitements. Merci encore Alice pour ton témoignage. Et aussi, dans le cadre d'une mobilité entrante, ils pourront mettre en place des démarches anticipées, des procédures dérogatoires pour que l'étudiant étranger en situation de handicap puisse bénéficier de la prestation de compensation de handicap ou de l'assurance maladie sans période de carence dès son arrivée sur le territoire national. Donc voilà, c'est dans les propositions qu'on vous a transmises dans ce rapport. J'allais dire livre blanc, mais je mélange entre les différents documents qu'on a pu remettre ces derniers temps. Et on pense que ce rôle de conseiller pourrait être attribué aux
conseiller de coopération et d'action culturelle dans les ambassades, ça aurait du sens, et aussi en binôme avec un ressortissant, par exemple un parent d'élève d'un lycée français de l'étranger. On avait pu en parler avec l'AEFE dans nos consultations. La deuxième proposition phare, ce serait un outil pour garantir le maintien des droits et de l'accompagnement avec la création d'un statut, alors je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, donc d'un outil administratif spécifique pour les étudiants en situation de handicap. Voilà, un outil juridique et opposable qui permettrait une action transversale en faveur du maintien et de la reconnaissance des droits particuliers. Un outil qui aurait aussi une visée médicale, avec la création, par exemple, d'un bagage cabinet complémentaire pour le transport des médicaments, qui serait associé à ce statut, qui pourrait avoir aussi une valeur d'accord bilatéral entre le pays d'origine et le pays d'accueil dans le cadre du maintien des remboursements de frais de santé, hors Europe, on va dire. Et l'accès à des zones VIP dans les aéroports pour pouvoir avoir l'accès à des congélateurs pour recongeler des pains de glace pour le transport des médicaments, etc. Et aussi une visée administrative avec, par exemple, pourquoi pas, la mention d'un chien guide d'assistance sur ces cartes et qui permettent d'éviter toute discrimination à ce sujet lorsque ces étudiants partent à l'international. La France prendra la présidence de l'Union européenne en janvier 2022, vous nous l'avez rappelé, Madame la Ministre. Vous nous invitiez à vous faire part particulièrement de propositions qui pourraient être poussées dans ce contexte. En écho à la proposition faite par l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques, l'APHPP, nous proposons à ce que les nouveaux avions puissent proposer des espaces amovibles permettant de retirer des sièges pour qu'une personne en fauteuil roulant, et en particulier en fauteuil roulant électrique, puisse voyager dans son fauteuil et avoir le confort de son fauteuil et de l'ergonomie de son siège spécialisé. Une autonomie, et aussi ça lui permettrait aussi d'avoir une autonomie de déplacement dans les zones d'attente et dans les zones de transit. Alors on vous encourage, pourquoi pas, à créer un concours d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'architecture avec, pourquoi pas, alors on n'a pas encore parlé de cela avec Airbus, mais Airbus pourrait porter ça, un concours justement pour adapter ces nouveaux appareils et proposer vraiment des avions vraiment inclusifs et accessibles. On demande aussi à ce qu'il y ait des mesures fortes à destination des personnes en situation d'obésité ou à forte corpulence pour les transports aériens. En fait, aujourd'hui, une personne qui est obèse doit payer sa place plus, si je ne me trompe pas, 30% d'une place complémentaire. Et ce tarif et ce 30% supplémentaires ne seront remboursés que si l'avion n'est pas complètement plein. Donc on voudrait demander à ce qu'il y ait une politique mise en place, une personne, un tarif, et qu'il n'y ait plus de surcoûts supplémentaires pour ces personnes, ces étudiants ou ces personnes en situation d'obésité. D'une manière générale, on demande à ce qu'il y ait l'obligation d'une non-discrimination en fonction du poids qui soit inscrite dans le droit français, européen et international. Dans le cadre du Corps européen de solidarité, ancien service volontaire européen, un jeune pourra être accompagné par un étudiant en situation de handicap. Pardon. Excusez-moi, je fatigue un petit peu. Un jeune pourra accompagner un étudiant en situation de handicap. Mais en fait, je pense que les deux vont de pair parce que c'est un accompagnement, on part ensemble, on part en binôme et on vit des expériences en binôme. Voilà, donc on propose qu'il y ait cette mission qui soit proposée dans le cadre donc, de ce Corps européen de solidarité, et ça rentrerait pleinement en lien avec le programme Erasmus+, qui cherche à proposer de nouvelles orientations de ce programme dans le but de développer l'inclusion des populations éloignées de l'expérience de la mobilité et la professionnalisation des participants. Donc, ces jeunes, qui pourraient être des volontaires de 18-30 ans, du pays d'accueil ou du pays d'origine, pourront aider l'étudiant en situation de handicap dans la prise de repère dans sa ville d'accueil et en même temps bénéficier d'une formation sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Voilà. Au niveau national et international, on vous propose de la création d'un visa d'accompagnant ou d'aidant pour favoriser le départ de l'auxiliaire de vie ou du parent. Voilà, surtout, donc, on va aller hors Union européenne. Dans le cadre des transports aériens, je vous rassure, c'est écrit en gros, il n'y a plus beaucoup de pages. Dans le cadre des transports aériens, on vous propose aussi, on demande à ce que les chiens guides et les chiens d'assistance puissent accéder aux espaces extérieurs dans les zones de transit d'aéroport, ce qui pourra aussi les aider et rendre plus confortable leur trajet.
On propose aussi l'identification de valises médicales ou les équipements de mobilité comme bagages prioritaires pour garantir une attention particulière à la rencontre. Et plus largement, on voudrait créer un droit du passager aérien en situation de handicap, non pas rattaché aux intermédiaires comme les compagnies aériennes ou les aéroports, mais bien rattaché à la personne. Nous vous invitons à lire l'ensemble de ces propositions dans ce rapport, et pas seulement la synthèse des propositions. Voilà, on pourra en discuter lors du temps de cocktail et d'échanges qu'on pourra avoir par la suite. Et il y a encore du soleil pour cela, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, on a parlé dans ce rapport de l'accompagnement des étudiants, mais il faut savoir que ça concerne aussi tous les jeunes, et cette mobilité internationale concerne tous les jeunes. Et en témoigne le courrier que nous avons, et les échanges que nous avons pu avoir avec le directeur des ressources humaines du CNRS, qui indique sa volonté de travailler sur ce sujet pour les doctorants. Donc voilà, le courrier est dans le rapport. Selon la suggestion de Madame Macron, avec qui nous avions pu échanger à l'issue de la Conférence nationale du handicap de 2020, nous avons ouvert ce rapport au sujet de l'accompagnement des lycéens en situation de handicap. Par l'enquête à destination des parents d'élèves, construite et relayée grâce à l'aide de ces associations, de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et de la mission laïque française, nous avons pu constater que les besoins des lycéens rejoignent ceux des étudiants, mais aussi peuvent être également plus spécifiques à cette période de développement spécifique qu'est l'adolescence. En effet, les parents d'élèves ont pu nous indiquer qu'ils rencontraient beaucoup de difficultés à mettre en place des suivis paramédicaux réguliers, par exemple. Enfin, avant de conclure, je voudrais prendre le temps un petit temps de remerciement. Alors, il y a une pleine page consacrée à cela dans le rapport, mais je voudrais quand même citer devant vous plusieurs personnes. Tout d'abord, la direction et la présidence de la Conférence des grandes écoles, chers Laurent et Hugues, la direction d'Unilassal, voilà, je tiens à souligner la présence ici de mon directeur général Philippe Choquet, merci, du directeur de la vie étudiante Jérôme, merci au service aussi de l'international, la direction internationale d'Unilassal. Merci, un grand merci à la délégation de la Conférence des grandes écoles, Laurent, Mélanie, Maxime aussi de l'agence Ravington. Un grand merci, Solène. On t'a déjà remercié, mais je tiens à le refaire à nouveau. Merci pour Solène qui a piloté l'organisation de cette cérémonie avec le ministère. Et puis, bien plus que ça, aussi tout le rapport, tout à fait, un énorme travail. Merci à toi, Solène. Un grand merci, chers collègues, homologues, Julien, qui est un homme passionné et engagé au niveau à l'EM Normandie, mais aussi au niveau de la Conférence des grandes écoles. Et quel plaisir de piloter ce groupe avec toi depuis quelques années maintenant. Un grand merci aussi, Stéphanie, de ton époque à la CGE et puis par la suite aussi. Que dire, mais merci pour toute ton aide, et ça fait des années que tu nous aides sur ce plaidoyer et sur ce rapport, et merci beaucoup encore. Merci à l'ensemble des experts qu'on a pu rencontrer, qui sont cités dans ce document. Un grand merci, Louis et Alice, pour vos témoignages qui étaient forts et pour votre présence aujourd'hui. Je sais qu'Alice, tu as sauté dans le taxi à l'issue de ton stage, tu étais en stage aujourd'hui et tu as réussi à sortir assez tôt pour être là ce soir, donc merci à toi. Et tu parlais du ski, mais Alice était sur les pistes encore ce week-end pour s'entraîner pour les prochains championnats. Donc on sait que tu enchaînes en ce moment, et bravo à toi pour tout ce parcours. Et enfin, je tiens à remercier personnellement pour le travail formidable réalisé par ma collègue Mélanie. Nous avons formé un binôme de choc très complémentaire, et un grand merci à toi, Mélanie. Merci à toi, Xavier. Merci. Pour conclure, je voudrais revenir sur les premières phrases de cette présentation. Je vais parler d'aboutissement, mais je souhaite finalement plutôt parler d'un point d'étape. Ce rapport doit pouvoir servir à une ambition politique majeure au service de l'accès à la mobilité internationale pour tous les jeunes, pour tous les étudiants, sans qu'ils puissent être confrontés à des discriminations ou à des obstacles majeurs à cause d'un handicap. C'est une politique qui doit être une politique à la fois française, européenne et internationale. En 2021, nous ne pouvons plus accepter de telles situations d'iniquité d'accès aux différentes dimensions des parcours de formation.
Madame la ministre, vous connaissez notre engagement à vos côtés pour développer l'accès à l'enseignement supérieur pour les étudiants en situation de handicap. Le temps d'échange que nous avons eu avec vous il y a 2 semaines, tout juste, je crois, dans le cadre de la présentation du livre blanc de la Conférence des grandes écoles, publié à l'occasion du lancement du Comité national de suivi de l'université inclusive, était riche et prometteur. Pour reprendre ce hashtag handicap de la Conférence des grandes écoles, qui j'espère est devenu célèbre et que vous connaissez bien, donc ambition, donc le hashtag HANBITION, nous partageons la même ambition que vous et l'ensemble du gouvernement pour faire réussir toute la jeunesse, y compris dans sa découverte du monde et dans les rencontres interculturelles qui pourra lui être offerte. Monsieur Riester, Madame Cluzel, nous espérons que ce rapport répondra aux attentes du gouvernement pour mener à bien ses travaux. Ce rapport a aussi pour but d'être une source d'information pour les établissements et les étudiants. Chers homologues, n'hésitez pas à vous en saisir. Enfin, chers étudiants, chères étudiantes, vous qui vous apprêtez à partir, la présentation de ce rapport a pu peut-être vous inquiéter quant à la préparation de votre mobilité. Il ne le faut pas. Déjà parce que d'un point de vue politique, on est obligé de souligner les points négatifs pour que les réglementations puissent évoluer. Donc forcément, on pourrait s'attarder davantage sur le positif, mais il faut aussi que toutes ces questions-là à faire évoluer puissent être citées. Plus sérieusement, servez-vous-en pour anticiper les grains de sable qui pourraient arriver pendant vos mobilités. La mobilité internationale est une chance inouïe d'expériences de vie extraordinaires, de belles rencontres. Nous vous souhaitons donc de très beaux voyages et de très riches rencontres autour du monde. Merci à vous. Allez,